Madame, monsieur, départ immédiat pour une tournée mondiale 100% comique. Alors, le week-end prochain auront lieu les cérémonies des Césars et des Oscars, toutes deux présentées par des humoristes. Je vous rappelle, Florence Foresti en France et Chris Rock aux États-Unis. Et à cette occasion, on s'est dit, tiens, si on allait à la rencontre des stars du rire aux quatre coins du monde, on les connaît pas bien, qui se cachent derrière les rois de l'humour là-bas, dont on ignore tout chez nous, quels sont leurs thèmes de prédilection, pour quelles raisons, ce qu'ils cartonnent dans leur pays. Alors vous allez vous préparer une belle galerie de portraits délurés, portraits inédits, je crois. Et à chaque pays son style, leur humour n'est pas le nôtre et inversement. C'est ce que nous allons voir avec 4 de nos correspondants et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous divertir, voici nos dénicheurs de talent du jour. Sandrine Mercier qui nous attend à Barcelone, Fanny Lotter qui est notre correspondante au Brésil et là, pour l'occasion, s'est rendue en Colombie. Jennifer Knock, notre correspondante à Moscou. Et enfin, Claude Deschênes qui nous donne rendez-vous à Montréal. Allez, tout de suite, Barcelone. Et en Espagne, vous allez voir que l'humour, si vous me permettez cette expression, l'humour, c'est du sérieux. Là-bas, figurez-vous qu'on rit à gorge déployée devant quoi? Devant le JT, le journal télévisé. Eh oui, bonjour Sandrine. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce journal? Parce que c'est quand même pas toujours très drôle, l'actualité, non? Bonjour. Bonjour William. Eh bien si, le journal télévisé de José Miguel Monzón fait rire car c'est un journal satirique. Et les Espagnols aiment tellement ça, l'humour et la dérision, que figurez-vous que l'Intermedio, c'est le nom de cette émission, est numéro 1 des journaux les plus regardés à la télé. Tout cela grâce à son présentateur, le grand Wyoming. C'est sous ce nom qu'est connu cet humoriste. Il est aussi comique, musicien, chanteur. Il fait rire depuis plus de 30 ans les Espagnols. Un humour décapant, cynique. L'an dernier, il a reçu ici, à Barcelone, le prix de l'humour avec le dessinateur de Charlie Hebdo, Willem. Mais regardez plutôt à quoi ressemble son émission. Marion Touboul et Joseph Gordillo étaient pour nous en coulisses. Vous connaissez déjà les informations, à présent on vous raconte la vérité. 21h30 et le grand Wyoming entre en scène avec son humour grinçant. Ses cibles préférées, les hommes politiques. Et ce soir, c'est le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, qui est raillé. En politique, on voit parfois des choses très étranges. Regardez plutôt cette photo de Mariano Rajoy aux Canaries, en train de voler le chapeau d'une petite fille. L'humoriste est devenu célèbre en se moquant de la droite conservatrice. La gauche espagnole en a même fait son icône. Il tire la plupart de ses blagues de l'actualité, mais aussi de la vie quotidienne. Car avec le grand Wyoming, tout est prétexte à rire. Vous voyez? Un coup de spray, ça change tout. Désormais, je ressemble à un candidat démocrate aux élections américaines. À 60 ans, cet humoriste avec ses bretelles légendaires est incontournable dans le paysage médiatique espagnol. Rien pourtant ne le destinait à cette carrière. Avant de présenter l'émission, il a été chanteur et surtout médecin. Le quotidien d'un médecin, c'est d'être en contact avec la vie. C'est vrai. Mais souvent avec la fin de vie. Alors que moi, avec l'humour, je suis en contact avec des gens en pleine forme. Regardez qui on a là. L'humoriste présente l'émission en binôme avec Sandra, une journaliste vedette de la télévision espagnole. Son rôle, lire avec sérieux les actualités du jour sur lesquelles le grand Wyoming rebondit sur le ton de la satire. L'humour, c'est très utile. Ça permet de toucher à tous les thèmes de l'actualité en douceur. Ça permet d'être plus politiquement incorrect que dans un journal télévisé classique, où nous sommes obligés d'aborder les informations avec un grand sérieux. Moment de concentration pour l'humoriste qui répète dans sa loge l'émission du soir. Il sera notamment question de la famille royale, un thème sensible en Espagne, mais que Intermedio n'hésite pas à aborder. Le but de notre émission, c'est de dénoncer les privilèges, la corruption, l'injustice. C'est notre vrai combat, notre raison d'être. Pendant ce temps-là, dans le studio d'enregistrement, l'équipe se prépare avec pour chef d'orchestre Miguel Sanchez, le réalisateur de l'émission. On devrait déjà être en train de répéter, mais comme d'habitude, on est en retard. Tiens, voici la vedette. C'est lui le mieux payé. C'est à cela qu'on le reconnaît. Le succès de l'émission vient du fait qu'on ne se limite pas à faire des blagues. On cherche à expliquer l'actualité aux gens. Et ça marche, car chaque soir, les Espagnols seraient environ 2 millions à rire devant leur poste de télévision. Allez, riez, ne soyez pas coincés, riez comme des délinquants.
Comme quoi, actualité et humour peuvent faire très bon ménage. C'est pas mal, ça, rier comme des délinquants, je la ressortirai. Cela dit, Sandrine, est-ce qu'on peut rire de tout et de tout le monde en Espagne? Oui, c'est une question qui fait débat parfois en Espagne, notamment parce qu'ici, il y a un roi, William. Et l'image du roi et de la famille royale était jusqu'alors intouchable. Une sorte de respect, plus que de la censure. Mais après les scandales de corruption qui ont éclaboussé la couronne sous le règne de Juan Carlos, les blagues et les sketchs se sont multipliés. Et l'un des premiers, d'ailleurs, a été le Grand Wyoming. Il s'en est donné à cœur joie pour parodier les parties de chasse de Juan Carlos ou les présumés détournements de fonds de sa fille Cristina. Donc oui, les Espagnols aiment rigoler et en général ne se mettent pas de barrière. Donc l'humour, c'est une seconde nature apparemment en Espagne, même pour les plus jeunes? Oui, c'est vrai que les Espagnols font beaucoup de blagues, même les enfants. Il y avait d'ailleurs une émission à la télé, rien que sur les blagues d'enfants racontées par les enfants. Un peu dans le style de notre école des fans, vous vous en souvenez, j'imagine. Oui. Mais là, il ne s'agissait pas de chanter, mais de faire rire en racontant assis à son pupitre de classe une blague, ou un chiste en espagnol. Et l'émission durait comme ça pendant 2 heures de blagues. Ça s'appelait l'école de la blague. Donc vous voyez, l'Espagne n'a pas fini de voir naître de futurs comiques. Merci beaucoup Sandrine, à bientôt. Allez, autre pays, autre registre, cap sur la Colombie. Et distance oblige, satellite oblige, il y aura un léger décalage entre les questions et les réponses. Alors là-bas, la star de l'humour, vous ne la connaissez pas, c'est une femme. Et vous allez voir qu'elle n'a pas froid aux yeux. Fadi, ça ne doit pas être facile d'être une femme humoriste dans un pays, je ne sais pas, un poquito macho, non, on va dire ça comme ça. Elle s'appelle comment cette perle rare? Bon. Bonjour. Bonjour William, elle s'appelle Alejandra Azcárate, c'est une belle femme blonde de 37 ans qui est la comique la plus célèbre, la star en Colombie. Alors pour nous ça paraît incroyable puisqu'on a quand même beaucoup d'humoristes femmes en France, mais en Colombie, eh bien c'est la plus célèbre pour ne pas dire la seule peut-être. Alors elle a un humour acerbe, c'est une ancienne mannequin / présentatrice / journaliste, mais derrière le phare, le maquillage, eh bien elle défend un petit peu l'égalité de la femme colombienne dans ce pays très macho, vous l'avez dit. C'est un portrait signé avec Harold Grenouillot. Pour rire à la colombienne, direction Medellín, la 2e ville du pays. Ce soir, Alejandra Azcárate y joue son spectacle. Prête pour ce soir? C'est la course. Et je dois me maquiller seule. Plus de 1000 représentations. La belle plante colombienne de 37 ans est rodée. Diplômée en journalisme, elle qui s'est fait connaître pour ses blagues matinales à la radio en 2002, incarne désormais l'humour colombien. Je vous montre mon costume. C'est ma robe et comme vous pouvez le voir, je ne le soigne pas du tout. Depuis le début de ma carrière, je suis connue pour être une femme qui dit ce qu'elle pense. Je donne mon opinion, je suis sans filtre. Sans filtre au théâtre et surtout à la télé. Elle fut jusqu'à il y a peu encore l'animatrice de Descarate sin evadir, où elle mettait les vedettes politiques mal à l'aise. Mesurant leur entrejambe, leur coupant la moustache pour une élection perdue, ou... Bon, entre nous, il paraît que ton mari... Pas question de leur parler politique ou religion, c'est seul tabou. C'est presque 2 heures de représentation, sans eau, donc la respiration est très importante. 2 heures où elle embarque son public sur ses thèmes de prédilection. La cause féminine et sa vie sans enfant assumée, une exception en Colombie. C'est beau une femme enceinte, non? Magnifique cette silhouette de kangourou humain. Surtout que les mecs sont exigeants sur le plan sexuel. Vous avez déjà essayé de monter un chameau? C'est très dur. Dans une société colombienne encore très machiste, très conservatrice, elle choque parfois et réveille les consciences. Et ça se touche, ça se tripote, ça se masse les parties intimes. Vous ne verrez jamais une femme faire ça. Jamais. Mon Dieu, jamais. Merci beaucoup.
C'est un humour différent, très féministe, mais c'est notre vie. Aussi direct et effronté, ça n'existe pas. Elle s'identifie beaucoup à elle. Ici, les homos sont victimes de discrimination. Et Alejandra prend notre défense. Elle dit qu'on a le droit d'être qui on veut, et pour cela, nous l'aimons beaucoup. Son humour féministe engagé a séduit les pays voisins jusqu'à l'Argentine, la Mecque des comiques en Amérique latine, jusqu'à pourquoi pas conquérir un jour un autre continent. J'espère, peut-être, que je peux y aller à Paris pour montrer mon travail. C'est mon rêve en ce moment, donc peut-être ça va être une réalité l'année prochaine. Donc merci beaucoup. Oui, bon, on va transmettre l'invitation, pourquoi pas. Bon, le message est passé. Fanny, cette jeune femme-là, est-ce qu'elle fait l'unanimité chez elle? Bien, William, comme toutes les comiques, comme tous les comiques qui ont du succès et qui ont l'humour un peu facile, eh bien non, elle ne fait pas l'unanimité. Ses critiques, justement, disent qu'Alejandra Azcárate a l'humour un peu facile, un peu potache. Elle évite deux thèmes qui sont les piliers de la société colombienne, la religion et la politique. Et du coup, forcément, elle évite beaucoup de sujets qui fâchent et qui font polémique en Colombie. Mais la question, c'est de savoir pourquoi ça marche. Pourquoi Alejandra Azcárate a autant de succès en Colombie? Et il y a peut-être deux raisons. La première, eh bien, c'est que la classe populaire colombienne n'est pas allée souvent à l'université, voire à l'école. Et un petit peu ce qu'ils aiment dans la culture populaire colombienne, eh bien, ce sont les telenovelas un peu sirupeuses, romantiques, ou les séries télé sur le narcotrafic un peu trash, les téléréalités, les journaux à scandale. Et donc, forcément, cet humour marche. Et la deuxième raison, qui ne va pas sans la première, eh bien, c'est parce qu'il y a une hégémonie des chaînes privées en Colombie, et des chaînes privées qui ne veulent pas tout diffuser. Et donc, pour qu'un comique ait du succès et accède à ces portails, à ces émissions, eh bien, il doit souvent pratiquer l'autocensure. On peut au moins donner à Alejandra Azcárate de prendre quelques positions sur l'égalité des femmes et notamment l'homosexualité dans ce pays plutôt très conservateur. Sur ce sujet-là, comme bien d'autres. Bah, justement, tiens, pour finir, globalement, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont ce sens de l'humour, les Colombiens? Eh bien justement, William, malgré cette chape très lourde de la religion catholique en Colombie, eh bien, ce qui est incroyable, c'est que les Colombiens rient de tout, presque tout en tout cas, et surtout, ils rient d'eux-mêmes. Ils sont très forts en autodérision, sont les champions, je pense, en Amérique latine. C'est incroyable cette autodérision qu'ils peuvent avoir. C'est quand même un pays qui a une histoire assez lourde, qui est toujours marquée par une guerre, si on peut dire comme ça, avec les FARC, avec la guérilla colombienne. Et pourtant, ils en rient. Ils rient de leur passé un peu sanglant. Ils rient aussi de leurs défauts, de ce qu'ils appellent leur retard face à l'Occident. Ils rient aussi beaucoup des minorités, de leur minorité, des Noirs, des indigènes, mais aussi des homosexuels. Et ça choque un peu parce que parfois c'est un humour facile, justement potache, comme on l'a dit, qui va un peu trop loin. Et notamment, il y a un programme qui est diffusé le samedi en Colombie qui s'appelle Nos Samedis Heureux, dans lequel officiait jusqu'à il y a très peu de temps un personnage qu'on appelait le soldat Minolta, qui justement riait énormément, faisait des blagues très vulgaires sur les Afro-colombiens et de leur pauvreté. C'est une minorité qui est très stigmatisée en Colombie. Et bien depuis peu, un juge vient d'obliger l'émission à le renvoyer, ce qui est une décision qui a fait grande polémique en Colombie. Merci beaucoup, Fanny, et à très bientôt. Petite pause chez nous à présent, avec notre spécialiste du web. Vous allez voir que l'humour, mais vous étiez au courant déjà, que l'humour est très présent sur la grande toile et qu'il y en a pour... Alors là, il y en a pour tous les goûts, c'est vrai. Julia, on se marre beaucoup sur le net, hein, LOL. Exactement, LOL, hein, cet acronyme, tout le monde le connaît aujourd'hui. LOL, Laughing Out Loud, ça veut dire en gros mort de rire, très répandu sur Internet. Ça symbolise le rire, l'amusement. C'est par ça qu'on va terminer virtuellement nos messages pour qu'il n'y ait pas de malentendus, pour montrer qu'on est en train de faire de l'humour justement parce qu'on est à l'écrit. Figurez-vous que le LOL en question, il est dans le Petit Robert des éditions 2013. Et bien malgré ça, il est déjà complètement has-been. C'est-à-dire que ceux qui utilisent le LOL aujourd'hui, c'est les plus vieux. Alors les plus vieux, c'est ceux qui ont un peu plus de 25 ans sur Internet. Ça, alors que peut-être même beaucoup plus. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, comment on rigole? Comment on y rigole sur Internet? Le LOL, je vous ai dit, est has-been. Vous avez le AA qui est utilisé à 51%, le
à 13%, ce qui marche très très bien pour toutes les générations confondues parce que ça parle aux plus âgés d'entre nous, c'est ça, ce sont les émoticônes. Alors là, pour le coup, 34% quasiment, c'est avec ça que les gens vont pouvoir s'exprimer et surtout faire des points finaux, j'allais le dire, des points marquant l'humour sur leur message, quel qu'il soit. Si on veut rire sur Internet, on va sur quel site? Il y a le choix, non? Alors, les formes d'humour, elles sont multiples sur Internet. La provocation, l'ironie, le potache, le sarcasme, la parodie, tout y est. Tout le monde parle de façon beaucoup plus légère sur Internet, même les politiques. Tout le monde, à partir du moment où on est sur le web, a une écriture plus légère. Alors, on a d'un côté les comiques comme Norman, comme Cyprien, qui sont des jeunes aujourd'hui qui ne sont que sur Internet et qui ne sont intéressés que par le web. Vous avez des collectifs comme le Whoop qui cartonnent, qui à eux seuls, par exemple, ce petit collectif, c'est 2 millions d'abonnés sur cette page que vous voyez là. Ils sont nés sur la toile et ils comptent bien y rester. Vous avez une autre forme de choses, ce sont des studios qui vont héberger de nouveaux talents de l'humour. Alors, vous avez la Dim Sum Academy que vous voyez là. Vous avez aussi Studio Bagel. Vous avez encore Golden Moustache. Là, vraiment, ce sont des viviers pour de véritables comiques du futur français. Autre chose sur le web qu'on va trouver, c'est la parodie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cartonnez, qui que vous soyez, vous passerez à la moulinette du web. Film, buzz, émissions télé, tout le monde est parodié sur Internet. Cette année, évidemment, le plus parodié, comme vous le voyez là, c'est Star Wars. Mais vous avez aussi des stars comme Kanye West et Kim Kardashian qui, eux, vont passer à la moulinette de la parodie à peu près une fois tous les 2 mois. Oui, mais ça, ils le réclament eux-mêmes d'ailleurs, sinon ils ne feraient pas ça. Ça fait partie du buzz et du personnage, tout à fait, ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup, Julia. À plus tard. On change de scène maintenant en direction Moscou. Et en Russie, difficile de faire rire quand pratiquement tous les sujets sont tabous. Le pouvoir, autrement dit Poutine, la politique, l'argent, la religion orthodoxe et j'en passe. Bref, là-bas, la censure fait un peu la loi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Jennifer, vous nous avez déniché des images collector, comme on dit. Montrez-moi ça. Ces images aujourd'hui sont inimaginables. Elles remontent aux années 90. À l'époque, ce show était une référence en termes de satire politique. On y voit Boris Yeltsin en président gâteux et ivre, ou encore Vladimir Poutine comme un jeune loup de la politique, ambitieux et arrogant. Ici, une bombe a été placée sous son fauteuil, mais il refuse de partir pour ne pas entamer sa cote de popularité. Mais très vite après l'élection de Vladimir Poutine, cette émission a été interdite, comme tant d'autres encore. Plus question de rire du pouvoir, l'humour est désormais soigneusement encadré. Vera Tsetkova est journaliste, elle regrette ses années de liberté. Moi, je suis critique télé, mais c'est comme si ma profession n'existait plus. Maintenant, dans les programmes, on ne peut parler que de patriotisme, d'agression et de mensonges. En fait, la société russe n'aime pas rire d'elle-même. Elle est très complexée et préfère critiquer les autres. Rares sont les comiques qui osent briser ce tabou. Mikhail Efremov est l'un d'entre eux. Dans ce sketch, il est déguisé en mère patrie et se moque ouvertement de la solitude de Vladimir Poutine. Гляжу в озера Сирии, с Европой связи рву, зову себя Россию. Là, il ridiculise aussi Gérard Depardieu. Ну до чего ж загадочная Русь, но алкоголь мне говорит не трусь. Mais son show a plusieurs fois été censuré, jugé trop caustique. Autre émission très populaire, la série Un jour en Russie tourne en dérision la société russe, comme ce député en larmes à la cantine de la Douma. Мне государство квартиру выделило в центре Москвы. Я сам хотел деньги украсть и купить ее. Dans cet épisode, des profs cherchent à vendre les corrigés du bac. Là, un maire achète des faux opposants pour manifester. L'émission se moque sans complexe de la corruption, mais les acteurs sont prudents, ils ne l'avouent qu'à mi-mot. On ne critique pas, on pointe du doigt. Mais attention, notre slogan, c'est qu'on n'est pas là pour résoudre les problèmes.
Car ici, en matière d'humour, il existe une limite à ne pas franchir que tout le monde connaît. Si tu as une conscience, tu ne peux pas t'amuser de tout. On ne peut pas tourner en dérision la religion. Le patriotisme, c'est trop important. Il ne faut pas en rire. Vous l'avez donc compris, en Russie, on ne peut pas se moquer de tout. Et d'ailleurs, notre humour à la française ne passe pas toujours. Notamment les caricatures de Charlie Hebdo ont provoqué de vives réactions. D'abord parce qu'ici, on ne se moque pas de la religion. Mais ce sont surtout les 2 dessins qui ont été publiés après le crash de l'avion russe dans le Sinaï qui ont été qualifiés de blasphématoires par Moscou. Sur l'un d'entre eux, on voit même un crâne déposé devant un avion en feu, dénonçant les dangers du low cost à la russe. Non, décidément, ici, personne n'a trouvé ça drôle. Merci beaucoup, Jennifer. Retour chez nous maintenant avec le journaliste le plus drôle de la rédaction de Télématin, Damien Thévenot. On va s'intéresser à la grande famille des humoristes français. Pour commencer, qui a été la première, si toutefois il y en a une, la première star du rire chez nous? Dis tonton, pourquoi tu tousses? Ouais. C'est le plombier Fernand Reynaud, William. 1959, Fernand Reynaud est le premier humoriste à faire ce qu'on n'appelait pas à l'époque, mais c'était ça, un one-man show. Parce qu'avant, l'humour, c'était plutôt des premières parties, des compléments au programme ou dans des petits cabarets. Là, il érige, Fernand Reynaud, l'humour vraiment au niveau d'un spectacle. On paye sa place et on va voir un humoriste pendant 1h30 sur scène. Ça, c'est quoi, les années... 59. Il domine 50-60, Fernand Reynaud. Il reste là, c'est ça, 50-60, en 70, qui lui succède ou qui l'accompagne? Qui lui succède, salopette, Coluche. Coluche fait se tordre de rire la France, d'abord pompidolienne et ensuite giscardienne, avec un côté provocateur qu'on adore. C'est moderne, on quitte Fernand Reynaud, on a Coluche avec des sketchs comme par exemple le cancer du bras droit, le CRS arabe, le hashish, vous savez, Gérard, tu fumes du hakik. Franchement, pour l'époque, ça bouscule. Qu'il faisait des imitations irrésistibles. J'aimerais qu'on Personne ne me croit. Dire que c'est Coluche que j'imitais, évidemment. Et alors, une chose qu'on ne sait pas, William, évidemment, on sait que Coluche a fait un virage dans sa carrière avec Ciao Pantin, bien évidemment. Ouais. Mais saviez-vous, chez vous, que Coluche était pressenti pour jouer Hugolin dans Jean de Florette, voilà, de Claude Berry? Non, mais les images existent. Elles existent. Et il était recalé, William, parce qu'il était nul en accent méridional. Et ce coquin de Coluche, au lieu de dire « je le fais pas parce que je me sens pas à l'aise », il a demandé un cachet mirobolant. Claude Berry lui a dit non mais je peux pas, c'est trop cher. Donc il a dit ben voyez, je fais pas le rôle parce qu'on veut pas me payer à ma juste valeur. Bon, là on était dans les années 70, années 80. Qui d'autre? Artistes multiformes, c'est-à-dire sont des gens qui font rire et en même temps qui font un véritable show. Thierry Leluron confirme qu'il est un imitateur incroyable. Explosion de Michel Leb. Michel Leb qui est également à l'époque sur notre chaîne, sur Antenne 2 le samedi soir dans certains Leb Show et qui bat des records d'audience. Et puis les inconnus. Les inconnus font souffler un vent de modernité. Par exemple, si je vous dis ça va, tu vas bien, ça c'est les inconnus. Vous pouvez répéter la question, c'est les inconnus, c'est vraiment resté dans le langage courant. Et puis ils ont obtenu 4 récompenses dans des domaines normalement qui ne se cumulent pas. Ils ont eu César pour Les Trois Frères, le film. Ils ont eu Molière pour leur spectacle sur scène. Ils ont eu 7 d'or pour leurs émissions à la télé. Et victoire de la musique parce qu'ils ont chanté. Vous savez, Isabelle a les yeux bleus, bleu les yeux Isabella. Cela dit, il reste rien. Ils ont tout eu là. Ils ont tout eu. Et ils sont les seuls. Ils sont les seuls à avoir ces 4 récompenses. Et puis ça se reproduira probablement pas. À ce point. À ce point-là, je pense pas. Non, je crois pas. Au début des années 2000, est-ce qu'il y a un artiste ou une artiste en particulier qui s'est démarqué? Jean-Marie Bigard, 2004, 52 000 spectateurs en un soir au Stade de France. Et alors, ce qui est drôle, William, Bigard en 2004 qui bat un record, alors que 20 ans plus tôt, Philippe Bouvard le recale aux auditions du Petit Théâtre de Bouvard en disant, en gros, cher monsieur Bigard, franchement, vous n'êtes pas fait pour ce métier, changez directement de direction, vous n'êtes pas fait pour le rire. C'est drôle quand même. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui domine le terrain là? Oh, je vous dirais Gad Elmaleh, qui vient de fêter ses 20 ans de carrière. Gad qui a commencé comme éclairagiste d'Eli Kakou. Il était au projecteur de poursuite d'Eli Kakou et il dit que c'est là où il a appris tout le métier, évidemment. Et chez les femmes, c'est Florence Foresti, qu'on rebaptise Madame Foresti. Et quand en général on accole Madame à un artiste, c'est que cet artiste tutoie les sommets. Et c'était qui va présenter donc cette 21e cérémonie des Césars. Puisque vous évoquiez Florence Foresti, on n'a pas beaucoup parlé de femmes là. Non, parce que quelle place elles occupent? Mais ça a été difficile au début, William, parce qu'il y avait une espèce d'a priori. On disait une femme qui fait rire va perdre de sa féminité. Alors il y a quand même eu des pionnières. À l'image, regardez Sylvie Joly qui nous a quittés il y a peu, Zouk, Muriel Robin, Valérie Lemercier, Anne Romanoff et Michel Bernier. Ça, ce sont les pionnières. Elles y sont allées. Elles ont bravé les interdits, entre guillemets. Aujourd'hui, la route est plus facile pour la jeune génération, puisqu'il y avait ces précédentes
Claudia Tagbo, Julie Ferrier, Audrey Lamy, Bérangère Krief, elles y vont, elles sont beaucoup plus cash que leurs aînés. La société a évolué, mais elles y vont, elles parlent franchement de sexe sur scène. Il y a une petite différence qui subsiste, William, et c'est Anne Romanoff qui soulève cette différence entre les humoristes hommes et femmes. Voilà ce que dit Anne, 2 points, ouvrez les guillemets. Les humoristes hommes ont tout le temps plein de petites minettes qui les attendent à la sortie, alors que nous, les humoristes femmes, on ne fait pas fantasmer les mecs, fermez les guillemets. Voilà ce que dit Anne Romanoff. Donc je pose une question à la gente masculine ce matin. Est-ce qu'une femme qui fait rire, une humoriste femme, ferait peur aux hommes? Est-ce qu'elle nous impressionnerait? Peut-être. Probablement un peu. La réponse, ça doit être ça. Ça dit, j'ai pensé aux chansonniers aussi dans les années 50. Oui, mais c'était plusieurs. Oui, mais c'était dans les cabarets, William. C'était des petites structures. Fernand Reynaud, par exemple, il va au Canada, il va dans le Pacifique, il va en Afrique. C'est-à-dire qu'il roule en Rolls. Enfin, c'est une vie de rockstar. Quoi. C'est la première star, vraiment. Vraiment. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Damien. Pour la dernière étape de la journée, on part dans ce que l'on considère comme la plus grande usine à comique du monde, le Québec. Alors là-bas, il y a même une école nationale de l'humour, s'il vous plaît. Et vous connaissez certainement le festival Juste pour rire. Et Claude Deschênes, notre correspondant sur place, l'humour, c'est donc toute une industrie chez vous. Hein. Et si j'ai bien compris, la relève est assurée. Si on devait retenir un nom dans cet Eldorado, là-bas, ça serait lequel aujourd'hui? Bonjour Claude. Bonjour William. Moi, j'ai retenu mon préféré, un humoriste que j'ai découvert à sa sortie de l'École nationale de l'humour, justement, en 2002, avec son premier spectacle solo, Louis-José Hood. Depuis 2002, il rallie des gens de toutes les générations avec un humour que moi, je qualifie de consensuel. C'est pas péjoratif, mais c'est vraiment un humour qui plaît à beaucoup de gens, jamais vulgaire, et l'efficacité scénique de ce gars-là sur scène est imbattable. Il a aussi un atout, c'est qu'il se réserve pour la scène. Il n'est pas surexposé. Alors, si on veut le voir, il faut acheter ses billets. Et d'ailleurs, il donne beaucoup de spectacles depuis le début de sa carrière, 1300 spectacles. Gagne également beaucoup de prix, 19 prix Olivier, ça ce sont les prix de l'humour, 9 prix Gémeaux, les prix de la télévision, et 6 prix Félix, ça c'est les prix de l'industrie du spectacle. Alors je l'ai rencontré à Gatineau, alors que s'achevait sa tournée Les Heures Verticales, un titre emprunté à Louis-Ferdinand Céline, et il était à peu près à son 400e spectacle, vraiment un battant. Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci d'être là, je le dis tout de suite, merci beaucoup d'être là. Si vous étiez pas là, ça serait vraiment bizarre en ce moment, OK? 18 novembre, Maison de la culture de Gatineau, Louis-José Hood donne la 434e représentation des Heures Verticales, un spectacle qu'il a écrit dans différents cafés de Paris en 2012. Je trouve que l'ordinateur, des fois, est arrogant avec nous. Hein, t'essaies de l'éteindre, puis il t'écrit « Souhaitez-vous réellement m'éteindre? » C'est qui à remettre ça en question, lui-là? Absurde. C'est ainsi qu'on a qualifié l'humour de Louis-José Hood à ses débuts en 2002. Mais c'était plus que ça. C'est tout un style qu'il a inventé. On vieillit trop vite! L'autre matin, je me réveille, j'ai mal à la tempe. Je suis raqué de la tempe. Des 2 tempes. Je réalise, c'est parce que la veille, j'ai mangé de la gomme. Fin observateur, il tord les banalités de la vie quotidienne pour en extraire le jus comique, à grand renfort de mimique, que n'aurait pas dédaigné un Louis de Funès. Te rappelles-tu, il y a 8-9 ans, mais ça, mes écureuils savaient vivre un peu? T'étais à une table à pique-nique dans le parc, l'écureuil approchait, il te saluait, il te vous voyait, « Bonjour, messire », tu sais. Puis j'ai avoir un morceau de cette mie de pain enchanté que vous dégustez. C'était comme, crème, un écureuil! Tu sais, tu t'adaptais, tu parlais en écureuil. Te rappelles-tu de ça? Je pense que je fais un humour qui est positif, qui est pas dans le cynisme puis dans le sarcasme beaucoup. Aujourd'hui, l'écureuil, il monte sur ta table. What up, bitches? Voilà une approche bon enfant qui explique en partie l'immense cote d'amour dont bénéficie l'humoriste auprès des Québécois de toutes les générations. J'anime le gala. Surtout, j'anime le gala seul. Depuis 10 ans, Louis-José Hood anime le Gala de la Disque, l'équivalent des Victoires en France. Mais à part cette prestation télévisée qui attire 1,5 million de téléspectateurs, l'humoriste se consacre essentiellement à la scène. C'est là que réside sa véritable passion. Comme moi en ce moment, de vous parler comme ça, pas facile.
Ça a l'air simple, de même, le bottillon, chemisette, un instant. La construction d'une blague, la livraison, de l'humour, là. Qu'est-ce qui fait que les gens vont rire plus si c'est prononcé comme ça, ou si tel mot est enlevé, l'effet comique est doublé, ou si telle phrase est ajoutée, la compréhension est plus claire. Cette science-là ne cesse de me fasciner. De cette fascination pour l'écriture humoristique est né un intérêt marqué pour la lecture. Le ministère de la Culture vient d'ailleurs d'en faire sa tête d'affiche d'une campagne faisant la promotion des libraires du Québec. Il signe également une chronique livre dans le quotidien La Presse Plus. La sympathie que Louis-José Hood s'attire à chaque chose qu'il fait lui a permis d'atteindre, à 38 ans, le cap du million de billets vendus. Du jamais vu au Québec pour un humoriste aussi jeune. En humour, il y a tellement de compétition puis de relève que je vais travailler fort autant dans le futur que dans le passé, mais si maintenant ça se calme, ce sera juste normal, là, puis j'en aurai profité vraiment beaucoup, puis c'est à moi de pas faire trop de dépenses tartes, puis mettre mon argent à bonne place, que si jamais ça marche plus, que je ne pas mal pris. Tu sais, ben, fait que c'est ça. Oui. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, Madame Besseux. Il nous manque quelques mots, effectivement. Moi, j'ai pas mon dictionnaire. Il a terminé en disant c'est ben fac. Ce que ça veut dire, ça, c'est ben fac. Ben, fac, c'est ça. Ça voudrait comme dire, ben, c'est ça qui est ça. Hein? Alors, tu piges, si vous voulez d'accord, là, je comprends. mieux comprendre, en français de France. Okay. Voilà. Dites-moi, le jeune homme, là, apparemment, il sait faire beaucoup de choses. Il a essayé le cinéma ou pas encore? Oui, ben entre les spectacles, il est libre. Alors là, en 2008, il a fait le film Tel père, tel flic. Et c'est le film qui a cartonné. Hein? C'est le 8e film le plus populaire de l'histoire du cinéma québécois. D'ailleurs, on le refait avec le même réalisateur en France. C'est Richard Berry qui joue, et vous allez voir ça en 2016. Pour revenir à Louis-José Hood, là, il va profiter de sa pause pour faire la suite de Tel père, tel flic et faire un film aussi qui va s'appeler Ça sent la coupe. Ça fait référence aux Canadiens de Montréal et à la Coupe Stanley. D'accord. Je suppose que c'est pas le seul chouchou du public. Il y en a d'autres ou non? Ben, vous le disiez tantôt, hein, on a une usine à humoristes ici. J'aurais pu vous parler de Rachid Badouri, un gars de Laval, en banlieue de Montréal, qui est passé par... Ben voilà, hein, il est très connu en France, au Maroc. Il fait un humour beaucoup plus physique, beaucoup plus visuel, un peu comme Michel Courtemanche. Et il fait du cinéma, lui aussi. Il y a Martin Matt. Martin Matt, lui, c'est un humoriste qui cartonne également, mais qui a pris une pause pour faire de la télévision. Il vient d'écrire une série télé dans laquelle il joue. Ça s'appelle Les Beaux Malaises. Et la télévision française vient de reprendre ce format. Et c'est Franck Dubosc qui joue le rôle de Martin Matt. Alors, des humoristes, il y en a plein. Je suis à côté du Théâtre Saint-Denis, sur la rue Saint-Denis, là où ils passent tous, les uns après les autres. J'aurais pu vous parler de Stéphane Rousseau, de Anthony Cavana, de Mike Ward. Bref, l'émission achève, hein, on va s'arrêter là. Oui, en plus, ça tombe bien parce que ceux-là, nous les connaissons. Merci beaucoup, Claude. À très bientôt. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Oui. Madame, monsieur, on baisse le rideau. Fin du spectacle pour aujourd'hui. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir fait découvrir les stars du rire de là où nous n'allons peut-être pas souvent. Télématin, c'est fini. Mais on se retrouve lundi, car vous le savez, la maison reste ouverte même pendant les vacances scolaires. On se quitte en beauté, s'il vous plaît, avec quelques images de la semaine écoulée. Si vous n'avez pas vu ça, c'est cadeau. C'est pour nous faire plaisir. Et vous aussi, j'espère. Bon week-end.